Et voilà, encore un petit coin tranquille, paisible, pour partager avec vous une réflexion, mais davantage qu'une réflexion, on pourrait dire des informations qui sont pour moi très importantes, qui me semblent très importantes par rapport à toutes les personnes que je peux accompagner et qui peuvent vraiment changer des choses dans notre façon, dans notre relation au monde et notre relation à la réalité. Alors si vous avez envie d'avoir quelques informations, peut-être que vous avez déjà, mais qui pourraient venir confirmer ce que vous savez déjà sur la façon de vivre la réalité, alors dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit, dans la bonne vidéo, parce qu'on va aborder cette question ensemble. Et ces derniers temps, j'aime bien faire les vidéos en parlant de la mauvaise nouvelle des choses, même si de toute façon, quand il y a une mauvaise nouvelle, il y a aussi une bonne nouvelle par ailleurs. Ça dépend de la façon dont on regarde les choses, dont on les observe. Et c'est justement la nature de cette réalité qui est intéressante, parce que finalement, on pense voir une réalité qui est finalement qu'une construction, dans la plupart du temps, qui est le produit d'une construction, en tout cas de la superposition d'une construction mentale, émotionnelle, en lien avec des mémoires. Donc en lien justement, quand je parle de construction mentale, c'est avec cette idée de quelque chose qui est automatisé, qui est lié à des mémoires, qui est lié à des connaissances acquises, qui est lié à des systèmes de croyances sur soi, sur le monde, sur la physique du monde, sur la nature des choses, et qui du coup nous fait, on pourrait dire, voir ce qu'on croit. On a tendance parfois à dire que les gens ont tendance à croire ce qu'ils voient, c'est-à-dire à créer une croyance à partir d'une perception sensorielle, à partir d'une manifestation de quelque chose. Hop, il y a un événement, une situation, il voit cette chose, à partir du moment où il la voit, il croit que c'est une réalité, il croit que c'est une vérité. En tout cas, ils en font une vérité personnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai ces derniers temps mis pas mal de posts, et notamment des posts qui sont un peu provocateurs, qui sont parfois un peu transgressifs, qui font appel souvent quand même à de l'humour pour certains. Pour d'autres, c'est du fait que je fais passer des informations sur des réalités, c'est-à-dire des choses qui se font, des choses qui se passent, que l'on peut évidemment discuter, qu'on peut évidemment remettre en question, qu'on peut évidemment creuser, parce que c'est ce que je vous invite véritablement à faire, c'est d'aller vous-même creuser les informations et faire, je dirais de façon très autonome, de vous créer une opinion sur les choses en dehors de ce qui est prémâché par un système médiatique et politique qui a tendance à se positionner un peu comme maître à penser ou comme expert en disant nous là-haut on a réfléchi les choses, on les voit sous tel angle, donc c'est comme ça que vous devez les voir aussi et partager avec nous. Et en fait, ce qui se passe sur la réalité et sur votre réalité personnelle, c'est que votre réalité personnelle, elle est très conditionnée par évidemment tous les apprentissages que vous avez faits, tous les conditionnements aussi qui sont liés à votre cerveau, donc à la physique, à la biologie, au système hormonal, au système des neurotransmetteurs, on pourrait dire à la qualité de votre biologie, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans une biologie qui est plutôt polluée ou est-ce que vous êtes dans une biologie qui est plutôt qui est plus saine, on pourrait dire, dans quel niveau d'être vous êtes, dans quel niveau vibratoire vous êtes, dans quel niveau fréquentiel vous êtes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que j'écoutais un scientifique qui sort un petit peu du cadre, qui est un petit peu non conforme, mais qui donne des informations très intéressantes là-dessus, qui s'appelle Philippe Guillemont, et qui est donc un peu reconnu dans les domaines alternatifs. Pourquoi ? Parce que justement, c'est quelqu'un qui fait des véritables recherches fondamentales, qui élabore des théories, mais qui rejoint, c'est-à-dire qu'il y a un regard holistique sur le monde, donc sur la nature du monde, la nature physique des choses, la nature quantique, la nature énergétique, mais aussi qui relie ça avec ce qui est transmis, ce qui est donné comme information dans les domaines plus spirituels ou plus, qui sont plus liés à des philosophies ou à des concepts spirituels. Et en fait, on se rejoint totalement. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure répondu à 2-3 posts et ensuite j'ai entendu parler de certaines choses et je me suis dit c'est vraiment, on vient de milieux différents mais on se rejoint totalement sur un certain nombre de compréhensions des choses qui sont aussi liées à des expériences personnelles, à des expériences vécues
à des compréhensions, à des prises de conscience qui se sont faites avec le temps, aussi bien par rapport à des expériences que moi j'ai pu vivre, mais aussi au travers d'expériences que j'ai vu vivre d'autres personnes, puisque comme j'accompagne les gens au changement et que je les aide à évoluer sur certains aspects et se transformer, je vois bien les endroits où j'ai envie de dire, ils vivent une réalité qui leur paraît insurmontable, un peu fataliste, difficile, dans lequel ils ont l'impression qu'ils vont jamais arriver de laquelle ils vont jamais arriver à se dépatouiller, hein, avec un petit peu cette sensation qu'ils manquent de possibilités au niveau intérieur, au niveau de leurs ressources, au niveau de leurs capacités, mais aussi au niveau de ce que le monde peut leur offrir comme possibilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quelques décennies en arrière, l'école de Palo Alto, donc un certain nombre de scientifiques avaient donc décrit l'idée du constructivisme, hein, l'idée qu'on construit le monde, c'est-à-dire que la version du monde que l'on a, que l'on voit, que l'on perçoit, que l'on expérimente, est en grande partie construit par l'interprétation que notre cerveau fait de signaux informatifs, de signaux sensoriels qui sont en réalité des informations visuelles, informations chimiques, informations vibratoires, etc. Et que d'une certaine façon, le monde que l'on voit à l'extérieur de nous et qui nous paraît être un monde physique, solide, concret, qui est lié ça à des vieilles croyances, à des vieux schémas sur la physique, hein, comme quoi les molécules seraient des petites bouts de particules solides, etc., etc. Tout ça, depuis quelques décennies, ça a volé en éclats, bien sûr. Malgré tout, on a quand même construit sur le fait que cette physique d'avant est très, on pourrait dire, en lien avec les expériences physiques que l'on peut avoir, nous, c'est-à-dire avec nos sens. C'est-à-dire que nos sens, effectivement, nous confirment, ou peuvent nous donner la sensation de nous confirmer que le monde dans lequel on vit est un monde solide, physique, biologique, et que automatiquement cette réalité, elle est telle qu'elle est et qu'elle répond à des lois, et qu'on ne peut pas transgresser ces lois, ou en tout cas que voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles et un certain nombre de choses qui sont impossibles. Alors ça reste vrai, mais le truc c'est qu'aujourd'hui la physique, et beaucoup de scientifiques se rejoignent sur ces questions-là, déjà sur le fait qu'on pourrait dire qu'on est dans un univers informationnel, vibratoire et fréquentiel, donc ce qui change pas mal la donne par rapport à cette impression d'être dans un univers physique, et que même si nous on vit l'expérience avec nos sens, une expérience qui nous paraît très réelle, très physique, très concrète, et que c'est très prégnant pour nous, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec l'impression de vivre ça, et bien d'une certaine façon, notre conscience est juste en train d'observer une forme de réalité, peut-être même de la co-créer en même temps qu'elle l'observe, c'est-à-dire d'être participatrice de la création de ce qu'on est en train de vivre, puisqu'il y a tout un tas de mécanismes qui sont sous-jacents, qui sont inconscients et qui sont, on pourrait dire, préexistants à ce qu'on est en train d'observer et en train de faire comme expérience. Parce que bien souvent, ce qui se passe sur un plan inconscient et se passe à des niveaux beaucoup plus profonds, à des niveaux beaucoup plus rapides, même en termes d'information, que ce que notre conscience est capable de capter, de saisir. Et donc pourquoi je vous dis tout ça, c'est pour simplement vous dire qu'on se raconte une histoire par rapport à notre réalité, par rapport à notre existence, et on se raconte une histoire qui souvent est limitative. Elle nous limite dans beaucoup de possibilités, dans beaucoup de choses. Et on a tendance à y croire, on a tendance à se raconter qu'on ne peut pas faire des choses, et on a tendance à y croire. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand on croit quelque chose, c'est la particularité d'un système de croyance, c'est qu'il a tendance à s'auto-vérifier. Donc, si jamais, vu qu'on superpose finalement notre construction mentale sur une forme de réalité, qui est en fait une forme de réalité qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on perçoit avec nos sens, avec nos yeux, etc. Sachez que vos yeux, vos oreilles, vos sens physiques en fait perçoivent qu'une infime partie de toutes les informations qui nous entourent et construisent donc une réalité à partir de ce type d'informations relativement appauvrie. Donc en fait on a une perception du monde, perception de la vie qui est relativement appauvrie, amoindrie par rapport à ce qui est réel. Toutefois, on s'attache à ces perceptions, on s'attache aux histoires qu'on se raconte, on s'attache donc à ce qu'on peut voir se passer dans le monde à l'extérieur de nous, sans se rendre compte que d'une certaine façon, si on voit se passer ces choses-là, si on y réagit, si on vibre avec, si ça résonne, si ça nous fait, si ça nous touche d'une certaine façon, c'est qu'on y participe, on y contribue à un niveau
dont on n'a pas conscience. Et que on est comme sur des systèmes d'information qui se recoupent. Donc je vois par exemple passer parfois, moi c'est vrai que j'ai tendance ces derniers temps à faire des posts, à relayer des posts sur des informations qui sont des informations qui ne sont pas forcément des informations données sur un plan officiel dans les médias officiels, sur des gens qui montrent la réalité de ce qui est en train de se passer ces derniers temps d'une façon différente, avec des arguments différents, etc. Donc j'ai tendance à montrer ça. Ça transgresse un peu le système qui est officiel et qui est d'une certaine façon, me semble aussi transgresser certaines choses. Donc c'est une transgression contre transgression. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je transmets ces choses-là, intérieurement, je suis intéressé par l'information, je suis, presque content de voir ces informations passer parce qu'elles correspondent à des choses que je pressens, elles correspondent à des choses dont j'ai l'intuition, puis elles correspondent aussi à des choses que j'ai appris à croire parce que ça fait de nombreuses années que j'ai pris la pilule de Matrix, déjà dans les années 2000, même un peu avant 2000, donc ça fait plus de 20 ans, que je cherche à m'informer sur des choses qui, la plupart du temps, n'intéressent pas forcément les gens parce que d'une certaine façon, les gens, d'une façon générale, s'intéressent à de l'information qui leur est transmise par des voies officielles, par des médias qui ont pignon sur rue, on pourrait dire, qui sont et qui font normalement leur travail d'aller rechercher toutes les informations, de les prédigérer pour les transmettre de façon accessible aux gens. Et finalement, on s'aperçoit que même dans ces médias et même dans ces choses-là, il y a des intérêts derrière-plan, il y a des visions qui veulent être transmises, il y a des points de vue, il y a ce qu'on appelle des lignes éditoriales. Donc on veut montrer les choses sous un certain angle et donc tout ça, ça nous ramène à des réalités qui sont montrées d'une certaine façon, parfois biaisées, souvent même biaisées, tout comme notre propre réalité personnelle. C'est-à-dire tout comme notre propre réalité construite finalement, qui se superpose par des filtres émotionnels, mentaux, etc., à une forme de réalité qui est à l'extérieur de nous et qui nous montre les choses d'une certaine façon. Et parfois, pour certains, ça reste agréable, ça reste vivable, ça reste, on pourrait dire, tolérable. Il y a une forme quand même d'acceptation, de bienveillance, d'amour, d'évolution qui se fait. Et puis d'autres sont face à des réalités, ou en tout cas, même s'ils ne sont pas face à ces réalités personnellement dans leur propre vie, vont chercher de l'information ou captent de l'information qui sont liées à des choses qui ne les concernent pas directement, mais qui se passent ailleurs dans le monde pour d'autres personnes, et vont vont réagir de façon très forte à ces choses-là, à ces informations-là, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Des fois, c'est difficile de discerner. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir une forme de lucidité. La lucidité, c'est vraiment l'idée de mettre en lumière les choses, qu'elles soient agréables, désagréables, qu'elles soient positives, négatives. C'est le fait, quelqu'un de lucide et quelqu'un de sage, a priori, c'est quelqu'un qui accepte de regarder le monde tel qu'il est, avec ses ombres et ses lumières, avec ses jeux de dupes, avec ces choses qui sont plus ou moins monstrueuses et ces choses qui sont plus ou moins positives. Et l'idée de vouloir ne voir que le monde sous un angle positif, sous un angle de dire moi je me connecte qu'à des réalités favorables et positives parce que ça peut amener du positif, ça peut amener de l'agréable, ça peut amener l'idée de vivre sa vie d'une façon plus légère peut-être, c'est sûr, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'en fait, quand on cherche à nier une partie de la réalité, elle nous rattrape d'une façon ou d'une autre. Et notamment, quand on cherche à tout prix à vouloir percevoir ou capter ou profiter dans ce monde du positif et être essentiellement connecté au positif, on ne fait d'une certaine façon que créer, co-créer et amplifier le négatif puisque les deux sont indissociables. Le positif et le négatif sont indissociables. C'est le yin et le yang, c'est ce qui, quand c'est en interaction et quand c'est en connexion, en reliance l'un avec l'autre, ça crée une forme d'équilibre. Mais dès qu'on cherche à vouloir extraire du positif d'un côté, alors on va avoir par polarité inverse quelque chose qui va se mettre en négatif. C'est comme si j'ai un axe, j'ai par exemple un clou qui est planté dans un mur, j'ai un axe, cet axe-là il est fixe, je mets une ficelle, je mets un poids au bout, et puis je le fais bouger de droite et de gauche,
Et j'estime que quand il va à droite, j'évalue, ça veut dire que je mets un système d'évaluation, de valeur, etc. Donc avec positif ou négatif. J'évalue que quand il va sur la droite, c'est positif, mais quand il revient sur la gauche, c'est négatif. Et en fait, comme le système ne peut pas faire autrement dans les lois physiques que d'être dans une forme de dualité et de polarité inverse, bah automatiquement il va aller dans le positif, il va monter jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, il va revenir dans le négatif et il va redescendre. Et si vous voulez lui donner de l'élan pour qu'il aille encore plus haut dans le positif, alors vous allez de façon très naturelle avoir le balancier qui va se refaire dans le sens négatif, mais qui va aller encore plus loin dans le négatif derrière avec l'élan. Et si vous voulez maintenir le système dans le positif en disant ben moi ce truc-là, cette boule-là, je la mets dans le positif, à cet endroit-là de ma perception de la réalité, j'ai envie que ce soit tout le temps positif, etc. Alors vous allez devoir contrôler, vous allez devoir tenir, vous allez devoir vous agripper, vous attacher à quelque chose et essayer de faire que ça tienne et que ça tienne et que ça tienne et que ça reste positif tout le temps. Mais la vie, si vous êtes dans un contrôle comme ça, vous allez vous mettre sous tension, vous allez finir par vous épuiser et vous allez finir par sentir que ce n'est pas si simple que ça. Donc vouloir être à tout prix dans du positif, dans ce monde de dualité, dans cette réalité-là qu'on est en train d'expérimenter, c'est d'une certaine façon créer ou co-créer une réalité négative que vous allez soit expérimenter vous, soit faire expérimenter à quelqu'un d'autre, mais ça vous reviendra d'une façon ou d'une autre. C'est un peu l'idée du karma que je vous donne là aussi, c'est ce qui pourrait être expliqué aussi par les phénomènes du karma. Cause à effet avec l'idée du positif et du négatif, du bien ou du mal. Alors c'est sûr qu'il y a ce qui fait du bien et il y a ce qui fait du mal à l'intérieur de nous, et qu'en fonction de ce qu'on attribue aux choses, aux événements, la façon dont on les perçoit, si ça va répondre à des besoins ou à des valeurs importantes pour nous, alors on va estimer que c'est bien, ça nous fait du bien, on va le sentir, on va sentir une sensation, ça nous fait du bien, et puis on va avoir une réaction plutôt favorable à ce qui est en train de se jouer. Par contre, si effectivement un événement se déroule et nous semble comme ça a priori négatif, donc dans notre réalité construite, dans notre version du monde, on se dit qu'en réalité cet événement-là ne va pas servir nos besoins ou va frustrer certains de nos besoins ou peut-être va déshonorer ou frustrer certaines de nos valeurs importantes, alors comme on estime que ça c'est important, on met de l'important là-dedans, donc on y met du plus. C'est-à-dire si les choses se passent de telle ou telle façon, si cette personne se conduit de telle ou telle façon, si ce projet politique se réalise de telle et telle façon, si mon projet professionnel se fait de telle et telle façon, si mon couple se crée et se réalise de telle et telle façon, ça va être positif pour moi. Pourquoi ? Parce que, évidemment, j'ai des besoins sous-jacents et des valeurs, un système de valeurs sous-jacents qui cherche à être satisfait. Alors je vais dire, c'est dans cette version du monde-là que je serai heureux et que j'aurai du bonheur et que je serai bien. Et s'il y a des événements de la vie qui viennent empêcher ça, alors je vais ressentir une frustration, je vais ressentir une contrariété, je vais ressentir que la vie est en contradiction avec ce que je voudrais, avec ce que je perçois, et je vais, on pourrait dire, sentir le négatif, je vais me mettre en moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je veux du plus, si ce plus n'existe pas, ou si ce plus n'arrive pas tel que moi je voudrais que ce soit plus, alors je me sens en moins. D'ailleurs, en termes d'estime de soi ou de confiance en soi, c'est un peu la même chose. Si je considère que je devrais être capable de faire quelque chose de bien mieux, j'en sais rien, mais je me dis ça. Pourquoi je me dis ça, j'en sais rien. C'est peut-être parce qu'on m'a toujours répété dans ma vie qu'il fallait que je fasse mieux, que je pouvais faire mieux, que tout ça. Ou parce que je sens que j'ai un potentiel en moi qui n'est pas encore tout à fait bien exploité, pas tout à fait réalisé. Donc il y a quelque chose en moi qui dit tu peux faire mieux. À partir du moment où ce mieux devient une référence, j'estime que ça, ce serait le positif. Alors donc du coup, tant que je ne suis pas à ça, je suis dans le négatif. Donc là, tout de suite, je suis moins. Je suis moins par rapport à peut-être la vie amoureuse que j'aimerais avoir, peut-être la vie matérielle que j'aimerais avoir, peut-être la vie financière, peut-être la vie professionnelle, etc., etc., etc. Et donc, il y a comme une espèce de quête, parfois qui devient un peu obsessionnelle, un peu maladive, de vouloir à tout prix contrôler les événements, contrôler les choses, contrôler la réalité pour obtenir certains résultats. Donc ça, c'est sur un plan personnel. Ce qui est intéressant actuellement, c'est que ça, ce serait plutôt, on pourrait dire, l'objectif du mental et du système égoïque. C'est-à-dire du système de la personne,
de l'individu qui fonctionne selon certains conditionnements et qui a vocation dans cette vie matérielle à survivre. C'est vraiment un processus de survie avec un certain nombre de critères de survie, donc certains besoins de carence à satisfaire, par exemple, mais aussi peut-être certains besoins de croissance à satisfaire aussi, quand on retrouve dans la pyramide de Maslow. Et donc à partir de là, ça, on pourrait dire que ça peut être piloté intérieurement de façon très automatique, de façon très conditionnée, de façon très inconsciente, par la façon dont le monde nous est présenté, dont la vie nous est présentée, et que pour survivre, pour être bien, pour être heureux, faut pas être seul, faut être en couple, faut vivre heureux en couple, peut-être avoir des enfants, peut-être avoir un travail honorable au niveau société. Alors selon les cultures et les personnes, ça va être différent. Il y en a, faut être dans quelque chose de manuel, de concret. Pour d'autres, faut être dans quelque chose d'intellectuel. Pour d'autres, faut être dans quelque chose de financier. Pour d'autres, chacun va avoir son système. Pour d'autres, faut être dans l'aide, s'entraider avec l'humain et être dans la bienveillance avec l'humain. Et en fait, on va tous coller à ce monde notre propre vision, notre propre version des choses, avec nos critères, avec notre système de valeurs, avec nos besoins, etc. Et on va le rendre positif ou négatif en fonction du fait que l'on va arriver à vivre les choses ou pas de cette façon-là. Et ce qui est intéressant sur un plan de la physique et sur un plan de la spiritualité, si on rejoint la physique de la conscience ou la spiritualité, c'est que potentiellement tout ça, ce n'est qu'un jeu illusoire. Le jeu, déjà le jeu JE, c'est-à-dire qui je suis, et d'une certaine façon le moi est un genre de personnage illusoire, un personnage qui joue un rôle pendant un temps de vie, et que on a une dimension, donc on est tous à un autre niveau de nous-mêmes, dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste que le moi conscient, ou que la conscience que j'ai de moi. Et donc ce qu'on pourrait appeler le soi. On pourrait appeler le soi. Alors il y en a qui vont l'appeler le soi supérieur, pas le soi, le petit soi, le soi avec un petit s, c'est-à-dire quand on parle de soi, souvent on parle de moi. Je vous parle du soi avec un grand S, c'est-à-dire de cette dimension qui est reliée à quelque chose de très profond ou de très élevé, à la fois très élevé, à la fois très profond, puisque finalement, dans ce monde 3D, on voit des choses en haut, en bas, etc. Mais en réalité, tout ça c'est aller aussi dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, parce que l'infiniment petit est partout dans l'infiniment grand. En fait, il y a beaucoup de paradoxes dans tout ça. Mais dans cette histoire-là, il y a effectivement ce qui est manifesté, ce qui est physique, et puis ce qui est non manifesté, ce qui est non physique, et ce qui reste sur des plans, on pourrait dire, plus difficiles à prouver avec la science physique, mais qui restent des choses qui sont expérimentées par certaines personnes, des prises de conscience et des sensations, etc., qui sont présentées. En tout cas, qui sont vécues et qui sont expliquées. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je crois dans tout ça? À quoi j'ai envie de croire dans tout ça? Est-ce que je me construis une version de ma réalité, je me raconte l'histoire que le monde est physique, fataliste, on pourrait dire déterministe, dans le déterminisme, etc., qu'en fait, il y a des causes à effet, c'est comme ça, de toute façon, on vit, on meurt, la conscience est un produit du cerveau, et puis la vie n'a pas forcément de sens, et puis il n'y a qu'une question de survie là-dedans, et puis de toute façon, derrière, il n'y a plus rien. Il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres façons de se raconter l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on vit l'histoire qu'on se raconte. Soi, c'est-à-dire quel ressenti, quelle perception, est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable l'histoire qu'on se raconte? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se racontent des histoires très désagréables et qui se plaignent de l'histoire désagréable qu'elles se racontent, et qui en fin de compte ne se rendent pas compte qu'en se racontant cette histoire désagréable, elles se font vivre l'histoire désagréable en tant qu'acteur, et que, évidemment, il y a des phénomènes extérieurs qui viennent en correspondance pour amplifier l'histoire. Si j'ai envie de voir, par exemple, un diable, ça va être facile, je vais lever les yeux, je vais regarder les nuages passer, et très très vite, en regardant les nuages passer, à un moment donné, je vais voir dans la forme des nuages un diable. Si je regarde ne serait-ce que dans les ombres des arbres, dans les branchages des arbres, je peux regarder un moment et à un moment donné voir se dessiner, comme s'il y avait des yeux, une bouche, quelque chose qui me regardait avec un air terrible,
il y a un air hostile, et je vais voir du diable parce que d'une certaine façon, je vais superposer à la réalité, une conscience qui est à l'intérieur de moi. Ou pardon, hop, je vais essayer de me remettre droit. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, bah ça a lâché le... Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir avec le fil. Il ne doit plus y avoir d'énergie dans mon truc. Attendez, hop. Ça bascule, c'est drôle. La réalité bascule des fois. Pas forcément comme on souhaiterait. Et donc l'idée de cette réalité que l'on vit actuellement, c'est que d'une certaine façon, ce n'est que votre réalité. Vous êtes face à votre propre réalité. Bien évidemment qu'il y a des choses qui se passent et que vous pouvez percevoir à l'extérieur de vous-même, que la plupart du temps vous croyez que vous n'y êtes pas relié à ça, vous croyez que vous n'avez rien à voir avec ça, vous croyez que non, il y a d'autres gens. Il y a par exemple un président de la République et un gouvernement qui sont en train de prendre des décisions qui ne vont pas dans le sens de ce que j'aimerais, ou qui sont en train de faire des choses pas bien, et moi j'y suis pour rien parce que moi je ne suis pas dans la politique, etc. Et bien justement, c'est pour ça que tu es pour quelque chose. C'est pour ça que tu es pas coupable, mais que tu es co-responsable de ce qui est en train de se passer. C'est parce que justement, tu ne fais rien, d'une certaine façon, de façon concrète, pour que les choses soient autrement. Tu ne fais pas de politique, tu ne t'y intéresses pas plus que ça, tu ne t'es pas présenté, tu as voté peut-être pour un certain nombre de personnes, tu as peut-être en toi la graine du capitalisme, du libéralisme, même si tu as des fois plusieurs graines, hein, tu peux avoir la graine du capitalisme, du libéralisme, du côté néo-démocrate qui veut à tout prix imposer la démocratie dans le monde à grands coups de guerre, ou du côté communiste qui veut imposer le communisme par le fait d'un totalitarisme ou ce genre de choses. Donc on a tous en nous des systèmes de valeurs, des désirs, des envies, et puis d'une certaine façon ça nous arrange un peu que les choses elles soient comme ça, un peu comme ci, un peu comme ça, etc. etc. Parce que quand on tire les réalités, qu'on les amène, on pourrait dire dans une extrapolation, dans un balancier très extrême, on se rend compte que les choses ne peuvent pas tenir. Si on veut une égalité parfaite entre les gens et un communisme parfait entre les gens, on peut se dire ouais mais alors dans ce cas-là mon individualité n'existera plus, j'existerai plus en tant que moi, personne, je serai conforme à un groupe, etc. etc. Bon, il y a des gens qui ne veulent pas ça. Et puis dans le libéralisme extrême, dans ce cas-là, ça veut dire que je ne fais les choses que pour moi, que pour ma survie, que pour ma vie, peut-être mon confort, et j'en oublie qu'il y a d'autres gens qui sont en train de crever pendant que moi je suis en train de m'enrichir par exemple. Donc il peut y avoir ces choses-là. Et donc on va avoir nos idées, nos idéaux, nos besoins, notre système de valeurs, nos critères de satisfaction de ces systèmes de valeurs qui vont se superposer à la réalité. Et on va voir se jouer à l'extérieur ce qui d'une certaine façon est déjà présent, ou en tout cas qui est en germe à l'intérieur de nous, même si on n'en est pas toujours conscient. Et nos propres ombres, nos propres parties négatives, on va comme un effet miroir les projeter sur le monde extérieur. On va faire aussi pareil avec nos propres parties positives, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que on va parfois être très apprécié justement des belles qualités d'être, d'hommes, de femmes, des choses qui vont faire, qui vont nous inspirer, qui vont nous faire du bien. Et donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que si c'est le cas, c'est que ça veut dire que ça vient résonner à l'intérieur de nous avec quelque chose qui peut potentiellement se développer, qui peut exister. Alors ce qui est intéressant quand on se connecte avec cette dimension de soi supérieur, c'est que ce soi supérieur, il crée ce moi qui est en train de vivre cette expérience, mais il le fait en dehors de cet espace-temps et il le fait simultanément avec peut-être plein d'autres soi, plein d'autres moi ou plein d'autres versions dans plein d'expériences différentes, etc. Et que, en tout cas, ça c'est la physique quantique qui rejoint pas la physique quantique, mais les dernières avancées en sciences qui rejoignent ces différentes théories. Et donc, il y a quelque chose que moi je suis censé expérimenter, peut-être apprendre, vivre ici. Et pour le faire, je peux me laisser guider. Je peux me laisser guider par cette dimension supérieure. Alors il y en a certains qui vont, selon leur système de croyance, qui vont se dissocier, enfin qui vont, on pourrait dire, mettre à l'extérieur d'eux-mêmes ces choses qui vont les guider. Donc elles vont parler de guides, elles vont parler d'anges, elles vont parler d'anges gardiens, elles vont parler de différentes choses. Sachez que le mot ange, on pourrait dire que c'est par le langage des oiseaux, ça veut dire enjeu, et que
c'est ce qui est en lien avec, on pourrait dire, les réalités célestes, les réalités de ce qu'on peut observer au niveau de certaines lois célestes. Donc ce qui veut dire qu'en fait, ce sont des réalités, on pourrait dire physiques ou spirituelles, énergétiques, fréquentielles, je ne sais pas, mais qui vous composent. Donc c'est vous. C'est vous aussi. Donc l'idée c'est que comme on est très schizophrène, on a besoin de personnifier, et notre esprit a tendance à très facilement personnifier les différents aspects de nous-mêmes sous forme de sous-personnes ou sous-personnalités qui vont prendre forme, qui vont avoir un certain tempérament, sous forme d'entités, on va dire que ce sont des entités, on va dire que ce sont... Voilà. Et comme on a cette tendance au positif et au négatif, eh ben on va avoir tendance à s'imaginer tout un panthéon d'entités et de réalités qui sont ou alors très positives, très lumineuses, en disant bah, ça c'est super, c'est génial, c'est ce qu'il faut, c'est ça qui serait bien, qui existe et que le monde ne soit que ça. Mais du coup, on sépare cette polarité positive de la polarité qui est inverse. Et donc, automatiquement, cette polarité inverse, bah, ça va vouloir dire qu'on va créer par la même occasion des entités négatives, maléfiques. Donc, si on croit qu'il y a des archanges, on va automatiquement croire qu'il y a des archontes. Si on croit qu'il y a des anges, on va croire qu'il y a des démons. Je répète souvent ça, mais l'idée, c'est que dans notre soi, dans ce qu'on est, dans notre nature, dans la nature de l'univers, en fait, tout ça, ce sont des constituants, ce sont des énergies, ce sont des archétypes, ce sont des choses qui sont, qui sont sous-jacentes à la forme que l'on donne à notre, que l'on a, à la forme que l'on a dans la matière, dans la densification. Et si on estime que c'est à l'extérieur de nous, alors on se dédouane d'un certain nombre de choses. Alors à la fois, on se dédouane du mal, on se dédouane de ce qu'on met dans notre ombre, on se dédouane de ce qui n'est pas bien, de ce qu'on en estime être pas bien. Et on cherche à se faire bien voir et on cherche à se connecter à ce qui est bien en espérant que ce qui est bien va nous donner des bonnes énergies. Et on nourrit des systèmes. On nourrit des systèmes. Mais on perd cette énergie. On n'est pas dans notre souveraineté. On n'est pas dans notre responsabilité. On n'est pas dans la conscience, en réalité, qu'on est à la fois ce qui est en train d'être expérimenté physiquement, donc que le mental, le cerveau va appeler moi, et ce qui est cette dimension de nature insondable, supérieure, difficile à capter, même si on peut essayer d'y mettre des mots, qui est ce soi, cette dimension de soi supérieur, et évidemment ce soi supérieur qui est relié à une dimension source de toute création, qui est aussi difficilement définissable, qui pourrait se trouver être cette conscience que les physiciens quantiques arrivent à percevoir en dessous de toute chose visible, physiquement quantifiable. Donc par exemple, qui se planquerait derrière le mur de Planck, puisqu'on sait que le mur de Planck, c'est la zone de l'infiniment petit derrière laquelle on ne peut pas aller, donc on ne sait pas ce qui s'y passe. Et donc potentiellement, ça devient peut-être après de l'antimatière, on ne sait pas exactement, il y a peut-être ces histoires d'énergie noire, de matière, antimatière, etc. Là, on commence à entrer dans des choses complexes, mais tout ça pour vous dire que d'une certaine façon, vous créez votre réalité, en tout cas vous percevez et vous vivez la réalité que vous créez en grande partie, celle que vous appliquez au monde et celle que du coup vous ressentez. Et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est parce que j'ai eu des conversations là, par message interposé avec des gens par exemple qui pensent que le modèle global, c'est que par exemple les hommes aiment les femmes qui sont des mannequins par exemple. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement dans l'inconscient collectif, il y aurait cette croyance que effectivement les hommes préfèrent les mannequins. Pourquoi ? Parce qu'on en voit partout dans les magazines, etc., etc. Et que peut-être ça répond effectivement à un certain critère. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la réalité, en fait, il y a des hommes qui ne sont pas du tout attirés par des mannequins, parce qu'ils ne vont pas trouver qu'elles sont à leur goût pour plein de raisons différentes, que ce soit en termes de taille, en termes de silhouette, en termes de leur physique, parce qu'on ne peut pas dire les mannequins, on ne peut pas faire une généralité. Donc, une fois de plus, il y a toujours cette idée sous-jacente que notre esprit fonctionne avec des biais cognitifs et des distorsions cognitives et qui a tendance à généraliser les choses. Donc chaque mannequin, en fait, en réalité, est une femme différente, avec des formes différentes, avec une énergie différente, avec une âme différente, avec quelque chose de cet ordre-là. Et une autre femme qui ne sera pas mannequin, parce qu'un mannequin, c'est un métier, c'est pas un être, c'est une activité professionnelle.
mais il y a d'autres femmes qui ont d'autres formes, d'autres aspects, etc. et qui sont tout à fait appréciés et tout à fait aimés par d'autres personnes. Et donc l'idée, c'est que quand une personne se blesse elle-même avec l'idée que son physique ne plaît pas aux hommes d'une façon générale et qu'elle crée une réalité dans laquelle finalement le monde ne veut pas d'elle et que les hommes ne veulent pas d'elle et que de toute façon c'est comme ça et puis qu'en plus toutes ces personnes désagréables et négatives ou toutes celles qui ne sont pas comme ça alors du coup deviennent les ennemis, tous ces trucs-là, tous ces phénomènes-là, ce sont des choses qu'on se fait subir à soi-même. Voilà, tout simplement. On utilise le monde pour se subir nous-mêmes. On prête au monde des caractéristiques, on prête au monde des croyances, on imagine que les gens pensent tous pareil, on imagine que les gens fonctionnent comme ça et que voilà, on fait des généralités, on simplifie, on se crée des vérités. Et quand on est complexé, quand on est blessé, quand on a tous ces filtres-là, on superpose ces filtres à la réalité. Et du coup, ça crée nos problèmes. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on se construit cette réalité et cette version de la réalité, donc cette vision du monde, comme on dit en PNL ou en hypnose, dans laquelle on évolue avec son cadre, avec ses limites, un peu comme si il y avait, avec tous les postulats fondamentaux qui sont à l'intérieur de nous, toutes les croyances qu'on a sur le monde, sur un plan physique, sur un plan social, etc. Alors on vit dans une espèce de bocal où les choses sont comme ça et pas autrement, peuvent se passer comme ça et pas autrement, et où moi j'ai des possibilités et pas d'autres, et où je vais m'auto-limiter, je vais m'auto-faire du mal, je vais m'auto-faire souffrir, parfois avec des choses, même si il y a parfois des choses de l'extérieur qui me font souffrir et sur lesquelles je n'ai pas beaucoup de prise. Mais ce qu'on va s'apercevoir souvent, quand on commence à avoir une conscience on pourrait dire, qui s'élargit un peu, qui prend du recul par rapport aux événements de la vie, c'est que ces fameux événements dont je parlais tout à l'heure et qui peuvent vous paraître au premier abord négatifs parce qu'ils ne vont pas dans le sens de satisfaire vos besoins ou vos valeurs, qui vont faire sentir une sensation désagréable et avoir peut-être une réaction d'opposition, de contrariété ou de colère ou de tristesse ou de quelque chose qui va réagir à ça, peut-être que finalement ces événements ont un atout, peut-être que finalement ces événements ont quelque chose de très riche, peut-être qui détiennent, comme on dit souvent, un cadeau caché, mais dont vous ne pourrez voir la valeur que quand vous aurez cheminé et que vous serez allé plus loin sur le chemin et que vous aurez mis votre vie en perspective et que vous vous serez rendu compte, et c'est sûrement déjà le cas, qu'un certain nombre de choses qui vous sont arrivées vous ont paru difficiles à vivre, ont été des épreuves, mais une fois que ça a été dépassé, ça a été une preuve supplémentaire que vous pouvez aller plus loin, que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez dépasser des limites et que vous pouvez aller plus loin dans la vie. Un peu comme les épreuves à l'école, et à chaque fois qu'il y a une épreuve qui arrive, on stresse. Quand on est dans l'épreuve et qu'on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, on n'est pas forcément bien, on vit mal. Si on réussit finalement, on est fier de soi, donc on gagne en estime, on gagne en fierté, on est content, on se dit qu'on peut aller plus loin, etc. On a appris quelque chose. Et si on échoue, alors à ce moment-là, on peut se dire « Oh là là, pauvre de moi, j'ai échoué, etc. et vivre ça négativement. Mais en réalité, on peut s'apercevoir peut-être après avec le temps que soit ça nous a permis d'approfondir la question, d'apprendre mieux, de mieux comprendre, soit peut-être de passer à autre chose, que ce n'était pas pour nous, que ce n'était pas fait pour nous, et de découvrir des axes ou des choses qui sont plus en rapport avec notre raison d'être, qui sont plus en lien avec ce fameux soi. Donc ce soi, pour conclure là-dessus, cette réalité que vous vivez, elle est d'une certaine façon, on pourrait presque imaginer qu'elle est proposée de façon comme un jeu vidéo à avoir des niveaux, des défis, des challenges et un certain nombre de choses de façon à vous renforcer, à vous permettre d'évoluer, à vous permettre d'apprendre. Et quand vous adoptez cet état d'esprit dès le départ et que vous percevez la vie et la réalité que vous vivez sous cet angle-là, alors c'est très rare que les choses que vous vivez vous paraissent, à moins de vivre vraiment des trucs très dramatiques, mais où là le système nerveux il ne sait plus comment gérer, mais sinon beaucoup des difficultés que vous pouviez rencontrer avant et sur lesquelles vous alliez buter, vous sentir mal et qui allaient vous gâcher la vie, deviennent même des choses parfois excitantes, des choses qui voilà, un peu comme un sportif va peut-être ne pas
percevoir le fait que l'ascenseur soit en panne et qu'il faut qu'il monte 10 étages par l'escalier, comme une personne qui fait jamais de sport et qui se dit à ce moment-là, ah, l'ascenseur est encore en panne, c'est de la faute des gens qui l'ont pas entretenu, nanana, je vais devoir monter l'escalier à pied, puis quand elle arrive en haut, elle est en sueur et elle se dit qu'elle est fatiguée, que c'est pas bien. Le sportif, lui, va peut-être voir les choses dans un autre angle en se disant, super, c'est l'occasion de m'entraîner, de faire de l'exercice, et plus je transpirerai arrivé en haut, et plus je serai fatigué, et plus ça voudra dire que j'ai été dans un effort qui est salvateur pour moi. Donc vous voyez, je dirais que ça pourrait être presque en conclusion l'idée que faire confiance à ce que cette dimension supérieure de soi vous fait vivre comme expérience, comme défi, comme épreuve, sachant que cette dimension supérieure, c'est très bien que vous avez les capacités, le potentiel de les transcender et de les dépasser, que ce n'est pas pour vous punir, que c'est pour vous faire grandir, vous faire évoluer, et que quand vous prenez le temps d'aller vraiment à la rencontre de ça, c'est quelque chose que je transmets depuis peu. J'ai transmis ça dans une formation là récemment, qui était une nouvelle formation qui était transcender la matrice de l'ego limité à la véritable réalisation de soi, on pourrait appeler ça comme ça. Et donc c'est vraiment l'idée de pouvoir psychologiquement passer par un certain nombre de processus, un travail qui va permettre de beaucoup plus facilement être en lien, créer cette reliance et je dirais ce canal d'information et de communication avec cette dimension de soi supérieure qui, quand elle vous fait passer de l'information, vous fait sentir une forme de force, une forme de joie, une forme de bien-être qui fait que toute situation à l'extérieur devient beaucoup moins délicate, difficile, problématique. Ça donne vraiment une énergie et une force de dépasser des épreuves, d'aller de l'avant, même parfois dans des projets ou dans des choses qui pourraient nous paraître insurmontables au départ par rapport à l'ancien paradigme dans lequel on était, avec les croyances qu'on avait avant, avec les limitations qu'on pouvait avoir. Quand on sent ça, quand on a cette connexion intérieure, d'une certaine façon, c'est comme si l'ego se disait, bon ok, de toute façon j'y vais quand même, tant pis, je vais peut-être en chier un peu, parce qu'il peut toujours y avoir un peu cette croyance de l'ego et du mental, mais en réalité la vie, et moi c'est ce que j'ai vécu par expérience, en réalité la vie répond très favorablement, et il y a tout un tas de synchronicités qui viennent, vous sortez de la zone de confort qui est devenue inconfortable, sécurisée, mais qui finalement n'était pas si bien que ça, pour rentrer dans une forme de zone, de traverser la zone d'insécurité, la zone qui fait un peu peur, et se retrouver dans une forme de zone de magie où d'un coup, tout devient beaucoup plus simple, et votre réalité se transforme, c'est-à-dire que même les gens autour de vous ne réagissent plus de la même façon, ne vous renvoient plus les mêmes choses, vont avoir des comportements qui seront les mêmes qu'avant, mais ça va glisser comme de l'eau, c'est-à-dire que peut-être une personne qui avant vous faisait culpabiliser en vous disant quelque chose, là elle va vous le dire, et en fait vous allez plus culpabiliser, mais vous allez avoir de la compassion pour elle. Vous allez vous dire, ah ouais, elle est en train de vivre cette limitation-là, elle est en train de vivre cette perception-là. Je sais qu'avant, moi par exemple, si je ne faisais pas du bien à quelqu'un, alors j'avais l'impression de faire du mal. Ce qui est une drôle de mécanique. Donc je me disais, ce que je veux à tout prix, c'est de ne pas faire mal aux gens, de mal aux gens. Mais du coup, quand quelqu'un arrivait vers moi et me disait, tiens Guillaume, tu pourrais faire ça pour moi, tu pourrais me rendre ce service, tu pourrais faire ça. Et en gros, créer une possibilité de quelque chose de positif par le biais du fait que je lui rende ce service. Alors moi, je prenais le truc en disant, super, je vais avoir l'occasion d'être positif et de faire quelque chose de bien. Et alors du coup, si derrière, je ne pouvais pas le faire, ou si d'un coup, je m'apercevais que ce truc-là, finalement, j'avais plus envie, que ce n'était pas pour moi, ça ne me correspondait pas, et alors d'un coup, j'avais l'impression d'être quelqu'un de mal. Je culpabilisais de me dire, tu vois, t'as pas fait ce truc bien pour l'autre. Mais en réalité, c'est encore une fausse façon de percevoir les choses, qui est très très liée à cette dimension astrale et religieuse qui est faut faire du bien, sinon t'es dans le mal, etc., etc. Et qui est en fait une perception erronée de la réalité. On pourrait se dire que si je ne rends pas ce service à cette personne, ça aurait pu être bien pour elle. Mais finalement, ça va peut-être lui éviter une épreuve. C'est un peu comme quelqu'un qui va par exemple passer son bac, passer un bac technique par exemple, et puis qui a plein d'informations techniques qu'il n'a pas apprises et qu'il ne connaît pas, et qui va pomper sur quelqu'un en disant à cette personne, tiens, file-moi les informations et donne-moi je vais copier sur toi pour avoir
mon BEP ou mon diplôme ou mon machin. Et donc la personne qui dit bah oui je veux bien le faire et puis qui finalement peut-être se ravise et dire bah non je vais pas le faire et qui a l'impression d'être méchante parce qu'elle l'a pas fait, l'autre va lui en vouloir parce qu'elle lui a pas fait du bien. Et en réalité, cette personne en ne faisant pas cette chose-là, en revenant peut-être à son propre système de valeurs ou à son truc en disant je ne sais pas pourquoi, j'ai l'intuition que c'est pas bien que je fasse ça, et peut-être qu'elle lui rend service finalement à cette personne, qui va ne peut-être pas avoir son diplôme ou qui va peut-être rater son épreuve, mais ce sera peut-être une occasion pour elle de passer à autre chose, de vivre quelque chose qui va la rendre plus autonome, plus responsable, plus forte, plus intelligente, plus lucide, si elle sait faire les bons apprentissages. Donc pour moi, c'est ce que j'ai tendance à dire. En gros, la vie est comme une forme d'école. On pourrait prendre la vie, on peut s'imaginer ça, que la vie est une forme d'école dans laquelle on peut faire les bons apprentissages. Et quand je dis apprentissage, évidemment, c'est dans les deux sens du terme, apprentissage et les apprentissages. Et en sachant que si on est apprenti, ça veut dire qu'on ne l'est pas vraiment. Et que la sagesse, finalement, c'est peut-être quelque chose qui peut accepter des opposés et qui peut accepter à la fois d'être fort, mais à la fois d'être vulnérable, à la fois d'être bon, mais à la fois d'être mauvais, à la fois d'être gentil, mais à la fois d'être méchant, à la fois d'être dans la lumière, mais à la fois d'être dans l'ombre, et ne pas porter forcément de jugement, on pourrait dire, difficile là-dessus. Donc pour conclure, parce que ça fait un petit moment que je suis là et que je vous parle, pour conclure, attention à la réalité que vous vous créez, puisque finalement, portez attention à la réalité que vous vous créez, parce que non, la réalité n'est pas un truc extérieur que tout le monde vit de la même façon et qui est difficile parce que c'est la réalité extérieure qui est difficile et que vous n'y êtes pour rien et que vous êtes victime de cette réalité. Ça, c'est une histoire que vous vous racontez, je suis désolé, c'est la mauvaise nouvelle. Pour la bonne nouvelle, justement, il y a tout un tas de possibilités de se créer, de se sortir de formes de création de réalité par la pensée, système émotionnel, système comportemental, système énergétique, etc. Il y a des réalités qui ont tendance à se mettre en place, mais qu'on peut transformer, qu'on peut changer, on peut bifurquer. C'est pas parce que le GPS vous dit de prendre une direction que vous n'avez pas la possibilité d'en prendre une autre. Et à un moment donné, d'être remis sur la bonne voie pour retourner à la destination. Donc, moi, si un GPS il me fait passer en plein milieu d'une grande ville parce que ça va plus vite, mais que j'ai pas envie de voir des voitures et je préfère voir de la campagne, je peux décider de faire le tour, de passer par des routes de campagne. Et peut-être que j'aurais perdu, a priori par rapport au calcul du GPS, j'aurais l'impression de perdre du temps, mais en réalité, j'aurais gagné des belles images, un beau paysage, une belle expérience, un beau chemin. Et donc, ce sera peut-être moins performant, mais ce sera peut-être plus satisfaisant et réjouissant pour moi. Donc voilà, écoutez ce soi qui cherche à vous parler et à vous faire sentir les choses. Mais pour ça, il faut faire silence le plus souvent possible et revenir à une dynamique interne, revenir à cette notion du point zéro, ce qui n'est pas forcément évident, parce que ce n'est pas facile de s'extraire de la réalité. Et à partir de ces états d'être, vous pouvez imaginer, vous pouvez vous laisser imaginer, vous pouvez avoir en vous des formes de réalité qui se présentent et qui seront beaucoup plus en adéquation avec ce que vous sentez au fond, qui peut être juste pour vous et qui peut être appréciable pour vous. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je ne sais pas si vous aviez, comme d'habitude, je ne vois pas les commentaires. Ah mince, j'ai changé l'image. Bon c'est bien pour finir, un petit peu de tranquillité, de zénitude. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.